Bonjour à tous, vous qui suivez et écoutez cette émission Radio SCP, qui, je le rappelle, aura lieu tous les lundis et les jeudis de chaque semaine pour donner quelques éclairages, quelques idées et solutions que Solidarité et Progrès veut défendre auprès de la population pour sortir aujourd'hui de la crise dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, alors je suis Sébastien de Rochon et je serai un des animateurs de cette émission. Aujourd'hui, je voulais particulièrement vous parler infrastructure, vous parler notamment de cette idée principale que nous défendons et qui fait la différence, notre différence avec les autres partis politiques en général, mais pas infrastructure type business, type libre-échange à la Trump, mais cette idée d'infrastructure, de plateforme de développement qui est quelque chose d'essentiel pour comprendre en fait notre programme, nos projets, et comprendre comment véritablement sortir de cette crise par une politique de plein emploi, d'emploi qualifié, permettant d'émanciper les citoyens et leur permettant une véritable rémunération, et pour sortir aussi de ces faux débats, comme on peut le voir aujourd'hui dans les primaires de la gauche, avec Benoît Hamon qui lance cette idée du revenu universel, ne voulant pas toucher la véritable question qui est comment on va créer ces emplois nécessaires pour le futur. Donc la France doit être au rendez-vous. Et c'est pour cela que nous sommes lancés dans cette campagne présidentielle avec Jacques Cheminade pour mettre de l'avant cette question des infrastructures pour le futur. Donc d'une part, il faut voir que les infrastructures doivent être vues comme, dans une certaine mesure, les organes d'un corps humain. Et le corps humain, aujourd'hui, serait le corps économique d'un pays, au sens où chaque organe ne peut pas être vu indépendamment des autres. Et on parle souvent d'infrastructures de transport, mais il faut voir les infrastructures de santé, d'éducation, de production d'énergie, tout ça étant un tout imbriqué dans la structure globale et dynamique du pays, et que ne considérant pas cette structure globale et dynamique, on ne peut pas véritablement être cohérent quand on parle de grands projets ou de grands chantiers. Donc ça, c'est notre cohérence et c'est notre vision des choses. Une des choses sur lesquelles je voulais insister, c'était la question du maritime, parmi les exemples qu'on pourrait citer, particulièrement la politique maritime et portuaire de la France, puisque c'est une des choses que nous avons mis de l'avant dans notre site Internet. Et nous voulons lancer un plan Fraissinet pour l'économie maritime et portuaire de la France. Donc, Fraissinet, c'était cet ingénieur et homme politique français, Charles Fraissinet, qui avait compris cet adage populaire qui dit « La bataille des ports se gagne sur la terre ferme ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut avoir une politique portuaire, une politique maritime digne de ce nom, chose que va défendre des gens comme Mélenchon et d'autres, il faut comprendre que les ports ne peuvent pas avoir une véritable activité si on ne développe pas un maillage cohérent de transport et d'infrastructures de tout l'arrière-pays de ces ports, ce qu'on appelle Interland. Et c'est ce dont il s'agit quand on parle d'un plan Fraissinet, de nouvelles plateformes d'infrastructures dans notre pays. Alors ça, c'est quelque chose qui est notamment proposé par l'Union maritime et portuaire du Havre, donc qui a lancé le 5 janvier dernier, donc il y a quelques jours, un plan stratégique pour le port du Havre et l'axe Seine-Paris. Et il montre bien un des problèmes que le Havre, qui est un des grands ports français avec Marseille et d'autres, mais le Havre est très important puisqu'il fait partie de tout cet axe, le Havre, Rouen, la Seine jusqu'à Paris. Donc d'une certaine manière, c'est le grand Paris fluvial et maritime. Donc l'Union maritime et portuaire du Havre demande justement à ce que le port du Havre soit connecté par voie fluviale à la Seine, chose qui n'est toujours pas faite, et que aussi soit très vite développée une deuxième ligne ferroviaire pour le fret ferroviaire pour désengorger, disons, soulager la ligne qui passe par Rouen actuellement. Et on voit en quoi l'activité d'un port est directement dépendante de toute l'activité de transport fluvial, qui est en fait un transport très rentable en réalité en termes de transport de marchandises, et aussi le transport ferroviaire et routier, en quoi tout ça doit être imbriqué comme un tout. Donc ça, c'est l'idée vraiment de plateforme de développement d'infrastructures dans un pays. Donc, évidemment, derrière ce genre de projet, il y a des millions, en fait, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois directs et indirects à la clé, mais des emplois
qui seront directement liées aussi à l'implantation de ces entreprises, de ces usines qui courront le long de ces couloirs de transport qui ne seront pas uniquement côtiers, mais terrestres jusqu'à Paris et d'autres régions. Évidemment, cette politique que la France doit avoir, c'est une politique ambitieuse, une politique qui ne peut pas en réalité s'adapter à la question du libre-échange. Et aujourd'hui, prétendre mener une politique de plein emploi, une politique pour le pays, ne peut pas se faire avec le libre-échange. Si on veut véritablement développer le territoire, ça ne se fera jamais avec une doctrine de libre-échange. La preuve en est la question du numérique en France, et notamment la couverture Internet, la couverture du territoire dans les services de télécommunications, numérique, Internet, etc. Aujourd'hui, vous avez un scandale, c'est-à-dire que 300 communes en France restent en zone blanche, c'est-à-dire des zones qui ne disposent pas de téléphonie mobile, même pas 2G, c'est-à-dire deuxième génération. Quand alors la Chine actuellement teste dans plusieurs de ces grandes villes la 5e génération qui est 100 fois plus puissante que la 4e génération, la 4G. Donc aujourd'hui, même la téléphonie mobile n'est pas accessible partout et c'est un scandale. Et d'autres régions en France sont en zone grise, ce qu'on appelle des zones dans lesquelles vous avez un opérateur, et encore cet opérateur n'est actif que 500 mètres autour de l'église, c'est-à-dire dans le centre-bourg. Donc là, il y a véritablement une politique à mener. C'est une politique aussi d'intégration des infrastructures de télécommunication, donc je parlais notamment des infrastructures de transport, mais sans intégrer ces infrastructures de communication et de télécommunication, il n'y a absolument aucune cohérence dans la politique de la France si on ne corrige pas cela. Donc aujourd'hui, même pour la 3G et la 4G, c'est pire. La politique aujourd'hui, c'est de couvrir uniquement 40% des zones peu denses d'ici le 17 janvier 2017, mais les 60% restants ne seront couverts, soi-disant, que d'ici 2027. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Et aujourd'hui, nous devons faire face à cette hypocrisie et notamment ce cynisme de la part du privé et des opérateurs privés. Et je note notamment cette déclaration de Stéphane Richard, qui est l'actuel PDG d'Orange, qui avait dit lui-même que le mobile, la téléphonie mobile, n'est pas un service public, et que les zones blanches, les zones où il n'y a pas de téléphonie mobile, marquent les limites de l'économie de marché. À savoir que si l'économie de marché considère non rentable la capacité d'un village ou d'une zone peu dense à accéder à la téléphonie mobile, eh bien, cette zone n'y accédera pas. Donc ça, évidemment, c'est une vision complètement fausse et perdante de l'économie, et nous voulons le souligner. Et c'est pour ça que Solidarité et Progrès et Jacques Cheminade veut défendre un service public du numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les candidats qui vont vous parler des emplois du futur, de l'industrie 3D, 4D, du numérique et autres, certes qui sont extrêmement importantes et qui, dans le futur, pourront permettre de remplacer certains emplois répétitifs, mais à condition, évidemment, que l'on crée des nouveaux emplois. Et comment créer de nouveaux emplois dans certaines régions où on n'a même pas accès, si vous voulez, au cellulaire ou à la téléphonie mobile. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du rôle de l'État que nous voulons mettre de l'avant. Donc, un service public du numérique, où là, nous-mêmes, on entend par service public, évidemment, une activité d'intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée, mais sous le contrôle d'une personne publique. Donc ça, c'est ce qui, disons, pourrait s'inspirer de la manière dont l'électricité, depuis 1946, est un service public, la production et la distribution d'électricité, et qui matérialiserait en fait le droit de tous au numérique haut de gamme, un service de première nécessité, le service public du numérique, géré par le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût et de prix économique et social, d'efficacité économique et sociale. Donc voilà, l'idée étant évidemment d'investir pour mettre ces infrastructures accessibles sur tout le territoire, de la même manière que l'électricité aujourd'hui est un droit fondamental, le numérique doit l'être aussi. Donc voilà quelques pistes, si vous voulez, pour comprendre cette idée que nous voulons développer de plateforme de développement qui compte tout ce qui est véritablement ce maillage d'infrastructures, mettant en œuvre, disons, les meilleures technologies
et le droit universel d'accès à tous. Ça, c'est un principe fondamental qui non seulement est quelque chose d'essentiel pour l'amélioration de la société, mais qui sera en réalité le véritable pourvoyeur d'emplois qualifiés dans un cadre où les gens pourront s'épanouir et s'émanciper pleinement, et particulièrement dans des régions aujourd'hui abandonnées, où le libre-échange évidemment favorise les grandes métropoles et abandonne les zones rurales dans lesquelles vous avez aujourd'hui un potentiel extraordinaire qui doit être développé. J'espère que ces quelques précisions et quelques notions auront permis de répondre à certaines de vos questions. En vous donnant rendez-vous pour nos prochaines émissions, je vous dis au revoir et à très bientôt.